Quand les gens nous demandent de conseiller un véhicule électrique, il y a maintenant du choix dans les grands segments, avec de grosses batteries, mais aussi des prix plus élevés. Mais qu'en est-il des véhicules électriques un peu moins chers, plus petits, plus compacts et donc adaptés à un plus large public? Eh bien, jusqu'ici, c'est un peu délicat. Mais celui-ci pourrait-il bien s'avérer être l'un des choix les plus prisés? Voici donc le nouveau Skoda Epic, frère ou sœur de l'ID Cross de VW qui va aussi bientôt sortir, et aussi, pour ainsi dire, une version électrique du Škoda Kamiq. Celui-ci, l'Epic, encore avec sa peinture de camouflage. Mais aujourd'hui, on peut déjà tout vous dire sur les chiffres, la batterie et l'autonomie estimée. On peut déjà la conduire pour vous. On peut tout vous dire sur l'intérieur, même si on ne peut pas encore tout vous montrer. Mais tout est plein d'infos, tout ce qu'il faut savoir. Sur celle-ci, avec Thomas sur AutoJeFuel en 4K, plein écran, version longue, c'est parti. À l'avant, il y aura le nouveau langage de design Škoda. Ça, ce sera la plaque du capteur. Caméra avant ici aussi. Dans la partie basse, vous voyez, ce sont ces larges fentes. Et il y aura le pare-choc non peint avec un look tout-terrain. Comme ça, on peut aussi le remplacer facilement en cas de rayures ou autre. Des LED matriciels seront en option. Voici la partie basse. Les feux de jour se trouvent tout en haut, juste ici. Et je peux aussi vous dire que sous le capot, il y aura un frunk. C'est une différence par rapport à l'ID Polo ou à la Cupra Raval, les plus petites voitures sur cette toute nouvelle plateforme. Mais ici, les plus grands, l'ID Cross et la Škoda Epic, auront un frunk, un petit espace où l'on pourra ranger un câble. Bon, cette peinture camouflage que Škoda a mise ici, ça rappelle un spot marketing qu'ils vont lancer bientôt, et je pense que c'est censé être la voiture de Bugs Bunny ou un truc du genre. Au début, j'étais pas sûr qu'ils étaient sérieux de faire ce covering. Mais ouais, n'hésitez surtout pas à vous lâcher dans la section des commentaires sur cette peinture camouflage. Alors, ici, pour le choix des jantes, c'est du 18 pouces. Ça commence à 17, puis 18, 19, et plus tard, on peut même s'attendre à des jantes de 20 pouces, pour des modèles sportifs spéciaux comme la Sportline attendue aussi. Mais pour l'instant, le 18 pouces est peut-être un bon compromis. Il y aura bien sûr divers styles disponibles. La longueur est de 4,17 m, soit 164 pouces. Des dimensions vraiment compactes qui s'adaptent aussi à la ville et tout ça. Il y aura aussi ce nouvel élément de design avec ce large pilier juste ici, un peu comme sur une VW Golf typique, disons-le ainsi. Et vous voyez déjà ici, ce sont des poignées de porte classiques. Et j'apprécie vraiment cela, qu'ils choisissent ces poignées de porte classiques et normales parce que l'on a besoin de rien d'autre. Vous vous en souvenez peut-être avec la plateforme MEB, comme là, VWI D3, la Cupra Born, mais aussi les plus grandes, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, VWI D.4 et ainsi de suite, elles sont toutes en propulsion. Modèle à transmission intégrale en option. Ici, c'est toujours uniquement en traction. C'est une nouvelle plateforme. Pourquoi donc? En fait, ils ont mis tout l'électrique à l'avant, le moteur électrique et aussi la charge, qui est de l'autre côté. On en reparle. Et puis l'arrière est resté quasiment vide. Ils utilisent aussi exprès un essieu de torsion à l'arrière. C'est comme l'essieu de torsion arrière. Pas forcément l'idéal pour le confort. D'un autre côté, ça laisse de la place pour le coffre. Et on aura un grand coffre qui est vraiment profond. Je vais vous montrer ça bientôt. C'est donc toujours une question de pour et de contre quand on en parle. Ensuite, l'arrière aura un nouveau langage de design avec aussi le nouveau style des feux arrière. On peut le voir ici avec cette sorte de forme en T. On l'a aussi vu récemment sur ce nouveau concept car Scholler. On vous a déjà montré qu'il aura des feux similaires à celui-là. Aussi, on a ces renfoncements dans la partie basse par rapport à la version finale. Celui-ci est laissé tel quel parce que le crochet de remorquage se trouve juste derrière. Dans la version finale, par contre, on ne voit plus la différence entre l'emplacement du remorquage et le reste. Au niveau du design, je pense que ça marchera vraiment très bien parce que ça ne ressort pas trop. Ouais, à part ce covering-là, tu vois. C'est marrant, non? Elle n'en fait pas trop, tu vois, quand elle aura sa peinture finale et tout. Alors je pense que niveau design et packaging, ce sera un concurrent très très sérieux ici sur le segment des petites électriques compactes. Et pourquoi? Parlons des chiffres et de la batterie. On peut aussi aller voir la trappe de recharge juste là.
donc il y aura là. Batterie d'entrée, 38,5 kWh LFP. Première fois, la LFP sera aussi utilisée par Volkswagen. Cela risque d'être encore un petit peu juste si on l'utilise en tant que véhicule principal. Aussi, la petite batterie chargera un peu plus lentement, environ 28 minutes, de 10 à 80% sur deux puissances différentes. Pour la puissance de sortie, vous pouvez voir le commentaire épinglé et la description de la vidéo où les faits et chiffres sont listés. Ensuite, plus important encore, la plus grosse batterie, aussi dans cette voiture, 55 kWh net. C'est une chimie NMC. Elles font donc quasiment le même poids, et la batterie NMC charge un peu plus vite, même si elle est plus grande. Environ 23 minutes pour passer de 10 à 80% d'état de charge. La prise se situe à l'avant droite, en AC et en DC, 11 kW AC et 133 kW DC en crête. Et, d'après ma première estimation avant l'essai, si on roule sur l'autoroute à vitesse raisonnable, 300 km ou 190 miles, un truc comme ça. C'est évalué selon le cycle WLTP, toujours à vitesse réduite, à un peu plus de 400 km ou 250 miles. Juste pour vous donner une première estimation, et la plupart des gens prendront sûrement la plus grande. Batterie et concernant les prix, l'objectif pour la Skoda Epic et la VWID.2 All est de proposer la version petite batterie sous les 30 000 €. Naturellement, la version avec la plus grosse batterie, avec un meilleur équipement et quelques options, se rapprochera des 40 000. Donc un modèle bien équipé se situera réalistement entre 30 et 40 000 €. Un truc comme ça, en gros. Il faudra voir les prix définitifs, bien sûr, très bientôt. Et nous pouvons également vous montrer dès maintenant les premiers indices de l'intérieur. Encore un petit mot sur le nom, Epic avec un Q. Ils ont nommé tous les SUV avec un Q pour que ce soit un peu différent et unique, et pour éviter tout souci, vous savez, de droit d'auteur, d'image de marque et tout ce qui s'ensuit. Pourtant, le problème ici, c'est que quand on dit épique, tout le monde va sûrement chercher épique avec un C comme dans, vous savez, oh, c'est épique, quoi. Ouais, donc j'écrirai peut-être aussi épique, enfin, entre parenthèses, dans le titre de la vidéo. Peut-être on devrait faire ça, et j'ai d'autres trucs intéressants pour vous. Regardez ça, c'est un frein à disque à l'avant, traction avant, comme je l'ai dit, et si on s'approche maintenant de l'arrière, on voit aussi qu'il y a ici un frein à disque à l'arrière. Vous vous en rappelez peut-être? Jusqu'à présent, les véhicules MEB comme l'ID.3, l'ID.4, la Skoda Enyaq ou l'Elroq. L'Elroq est donc un peu plus grand que celui-ci, et l'Enyaq est plus grand que l'Elroq chez Skoda. Ils ont des freins à tambour à l'arrière. Pourquoi? Propulsion ou en option transmission intégrale. Et puis, en fait, quand on utilise la récupération, elle se fait aussi sur l'essieu arrière et les freins à disque ne seraient alors pratiquement pas sollicités. Ils ont donc mis des freins à tambour pour éviter la corrosion des disques. Mais ici, c'est un peu différent. Ici, tu n'as que la traction avant, donc il n'y aurait vraiment pas de récupération au train arrière. Ouais, et c'est un truc dont tu as besoin pour la stabilité. Il faut aussi un freinage sur l'essieu arrière pour que la voiture reste stable quand on freine. Donc ici, comme il n'y a pas de récupération sur l'essieu arrière, ils vont toujours utiliser les freins à disque. Et puis encore une fois, ce n'est pas un problème pour la corrosion et tout ça. Et ils ont aussi dit, les clients apprécient les freins à disque. Ils offrent également un meilleur freinage. En fin de compte, ils ont choisi des freins à disque sur les deux, excellents sur les 4 roues. Je pense que les clients seront vraiment satisfaits de ce choix. Un argument pour la propulsion des anciens modèles était qu'on avait un meilleur rayon de braquage. C'est vrai, on se débrouille mieux quand les roues sont à l'avant, mais celui-ci a quand même un bon rayon de braquage, ici 10,5. C'était 10,25 ou 10,15, je vais être vraiment précis. Oh, c'est en fait 10,15 mètres le rayon 2. Braquage, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et la vitesse de pointe est de 160 km à l'heure, 100 miles à l'heure ici pour la version à grosse batterie avec une puissance supérieure. Et 7,4 secondes pour l'accélération. L'accélération est plus lente avec la batterie plus petite. Et non seulement une accélération plus lente, mais aussi une vitesse maximale inférieure à 150 km par heure avec la petite batterie. Et maintenant, il a commencé à pleuvoir.
Donc, ouais, on cherche un abri, mais que voulez-vous faire quand il se met à pleuvoir? Ici, chez Škoda, le parapluie est intégré à l'intérieur des portes. Au fait, sous le capot, vous avez aussi l'entonnoir, un entonnoir intégré comme ça, pour remplir plus facilement le liquide lave-glace, la porte passager. Oh no. Je I pense qu'ils think pourraient they laisser could un peu leave. leur trou quand même. Ouais, ça aurait tout à fait pu se faire, mais au final, ils ne l'ont pas fait. Et puis, il y a la troisième, la soi-disant fonctionnalité Simply Clever, ici. Et voilà, le grattoir à glace. C'est That's sympa. nice. Yeah. Et maintenant, premier détail sur l'intérieur. On n'a pas encore le droit de vous montrer tout le cockpit. C'est hors limite pour l'instant. Ça restera réservé à la Première mondiale. Ouais, parfois ce sont des stratégies de communication des fabricants, mais on essaye de vous montrer un maximum. Je peux déjà vous dire tout ce qu'il faut savoir. Ce qui est cool, c'est qu'on a des sièges confortables avec un bon maintien des épaules. Même pour un grand adulte, c'est confortable. 1,89 m, il reste assez d'espace au toit. C'est bien. Bonne position, volant réglable hauteur/profondeur. C'est manuel. Mais tout cela semble assez solide. C'est un véhicule de milieu de gamme. L'entrée de gamme, c'est Studio, siège en tissu noir, puis le milieu de gamme Loft ici avec les sièges en tissu gris ou une couleur menthe, c'est aussi ça. Et dans ce milieu de gamme, on a aussi des applications en simili-cuir, vous savez, comme sur le couvercle ici. Du vide-poche. L'intérieur des portes est aussi très agréable et doux. C'est vraiment cool au toucher, comme un nouveau matériau exclusif, disons, un matériau inédit. On en retrouve aussi sur le tableau de bord, et la finition haut de gamme s'appelle Suite. Celle-ci, pas sweet comme un bonbon, mais Suite, S-U-I-T-E. Celle-là aura de la microfibre à l'intérieur dans des tons bleu marine avec des touches de cuir rouge-brun. Sur les parties latérales. Plus tard, je prévois aussi une microfibre noire si jamais la version colorée ne vous convient pas. Encore une fois, avec un futur intérieur Sportline. Bon choix de siège. Et toute la voiture est sans cuir animal. Il mise sur la technologie et la technologie la plus moderne en termes de durabilité, de pérennité et de bien-être animal, c'est de supprimer tout produit d'origine animale. Et ici, même le volant a un toucher simili-cuir très doux, par exemple. Et si vous doutez de sa durabilité, Škoda a effectué les mêmes tests de résistance pour ce matériau. Ils ont même été surpris de voir que ce matériau s'avère plus résistant à leurs tests standards que l'alternative en cuir animal. C'est très intéressant, bon à savoir, et ce n'est pas du tout moins cher pour Škoda de faire ça. Ils le font vraiment exprès parce que c'est désormais la meilleure technologie. Les yachts de luxe, comme les bateaux les plus chers coûtant des millions d'euros pour les milliardaires, n'utilisent eux aussi que du simili-cuir, d'ailleurs, parce que c'est ce qui se fait de mieux technologiquement si on utilise de la bonne qualité. Il faut toujours une bonne qualité, et parfois la qualité c'est pas top, c'est pour ça, tu vois, que certains se méfient encore de ces matériaux, mais il faut toujours une bonne qualité de matériaux, et là, c'est aussi super sympa. Du coup, je suis content du cockpit ici. La seule chose qui me plaît un peu moins, c'est qu'on n'aura pas de molette physique pour l'unité de climatisation. Ça se passera sur l'écran, il y aura quand même des boutons sur le volant, sur la console centrale, etc. Mais pas pour la clim sur l'écran, c'est peut-être la seule chose qui me manque par ici. Et pour boucler la boucle, tous les matériaux des sièges, peu importe la finition, sont aussi 100% recyclés. Pour vous montrer une variante, ce modèle est doté du toit panoramique en verre. On en a donc un sans et un avec. Il est fixe, on ne peut pas l'ouvrir. Et là, il y a aussi l'habillage à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire quand il y a vraiment beaucoup de soleil, c'est d'utiliser ce store électrique pour le fermer afin qu'il fasse moins chaud dans le véhicule. Et vous voyez ici qu'il a aussi, dans ce cas, toujours le même beau tissu clair à l'intérieur. Ensuite, à l'arrière, c'est du plastique dur ici en haut, un peu structuré, mais le souple, cet aspect simili-cuir ici, est à nouveau du dur en partie basse. Et je peux déjà vous en dire plus sur l'espace ici. Je veux dire, c'est un véhicule court. Ça passe pour 5 adultes. Là, c'est juste pour les genoux en tant que passagers de grande taille. Voyez, l'accent n'est pas mis sur l'espace aux jambes arrière. Le but est d'avoir un plus grand coffre. Ça passe encore, mais voilà à quoi il faut s'attendre. Ici, j'aurais imaginé qu'il y en ait un peu plus dans le SUV en comparaison de la Polo.
J'en espérais plus. Plus de place aux jambes. Toi, 1,89 m, soit 6 pieds 2. Aucun problème. En plus, le plafond est bien lumineux ici et tout ça, et globalement, je dirais ce qui est correct. Je veux dire, comme c'est un SUV avec la batterie dans le plancher, vous voyez que mes pieds sont toujours encore assez hauts. Mais c'est pas aussi haut que ça le serait dans une berline électrique ou un truc du genre. Alors ouais, la banquette arrière n'est pas la priorité ici. C'est plutôt pour les enfants. On a aussi l'Isofix ici, par exemple. Mais pour la surface, est-ce que c'est vraiment bien? La surface est bien, en fait, comme le tissu et tout. Comme dit, il y aura diverses surfaces comme le tissu mural, et le tissu de base est aussi en option la microfibre, qui est sans doute l'option la plus cool ici. Mais jusqu'à présent, même quand je replie des trucs comme ça me semble aussi assez solide. Maintenant, passons au coffre. Ici, l'ouverture manuelle, pourquoi pas. Et vous avez aussi cette poignée standard. Vous entendez ça? Cette poignée ici. On connaît ça aussi des modèles thermiques de chez Skoda. On peut facilement le refermer comme ça quand par exemple l'extérieur est sale ou autre. Et ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce camouflage Bugs Bunny à l'extérieur? Et voilà. Celui-ci rentre aussi en dessous à la verticale, le chariot. Ensuite, on a un bon mètre, soit 40 pouces de large. La longueur normale est ici de 73 cm, soit 29 pouces. Il peut aussi y avoir ce boîtier de recharge à l'arrière. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire car vous aurez aussi un frunk que je ne peux hélas pas vous montrer aujourd'hui car il n'est pas terminé. C'est pour ça, vous savez, qu'il n'est pas encore là mais il sera sur la version de série. Et le plus intéressant se trouve ici, juste en dessous. Vous pouvez jeter un œil en dessous. Il y a beaucoup d'espace dessous. Et d'ailleurs, vous avez ces répartiteurs. Puis on peut compartimenter des trucs ici. C'est donc la partie la plus importante, je trouve. Et vous pouvez soit le laisser comme ça pour ranger un truc en dessous, soit le déplacer au niveau inférieur. Genre... Et voilà. Donc comme ça, au niveau inférieur. Et là, vous avez encore plus de hauteur. Je peux vous montrer ça avec les mesures. Alors, vous avez ici une hauteur de 34 pouces, soit 85 cm. C'est plutôt cool. Mais on peut aller plus loin, car on peut aussi l'enlever totalement. Ensuite, on a un kit de réparation de pneus ici. Et ça, c'est le caisson de basse. Sans lui, sans le système Canton, vous auriez encore plus de place disponible ici. Et au total, on a 475 litres. Et ça fait une largeur uniforme de 45 pouces ou 1,14 m. Et j'imagine déjà transporter des plantes de chez Ikea si jamais on finit par avoir ce modèle à la maison. Ouais, Léa est au courant. C'est donc tout à fait utilisable. On peut aussi rabattre les sièges. Et puis on va rabattre tout ça ici. C'est la même chose de l'autre côté. Je vais te donner le... Et il y a aussi des sortes de crochets pour les sangles de retenue. On peut aussi s'en servir. Et puis je pense que c'est plus malin de remettre celui-là pour voir aussi comment il va s'ajuster juste là. Alors s'il se trouve dans la partie basse, juste ici, voilà, comme ça, il y a encore une sorte de transition. Ça marche. Mais bien sûr, pour charger des trucs, tu voudras peut-être le remettre comme ça. Et voilà, c'est pas mal. Et elle est où la règle maintenant? Moi? Ah ouais, la vache, c'est si spacieux qu'on en oublierait ses affaires. Ouais, c'est exactement ça, l'Istac. Et là, on a une longueur totale de 54 pouces ou 1,58 mètres. Alors, ouais, enfin, c'est vraiment exploitable. C'est ça qui est cool avec ce véhicule. Pas trop long niveau dimension, mais on fait plein de trucs avec la zone de charge. On commence à conduire la Skoda Epic, dans et autour de Porto, au Portugal. Au fait, pas de freinage pour le stop. C'est vraiment nécessaire. On peut régler les niveaux de récupération. Il y a en fait deux niveaux disponibles. D'abord, le standard. Voyons comment il réagit. Donc le standard, c'est ça. Il n'y a quasiment aucune récupération et on peut aussi le régler ici sur, voyons voir, la récupération sur le mode élevé. On n'a pas de palette ici ou quoi que ce soit. On doit régler ça. Ça ne peut se faire qu'ici, dans le système d'infodivertissement. Et là,
élevé. Même ça, c'est pas très fort. Mais important, voici une info rapide entre-temps. Il y a moyen d'avoir plus de récupération ici. Il suffit de l'activer juste là, tout devant. Grâce à ce levier de vitesse, on peut basculer entre D et B. Et si on est bien en mode B, elle freine alors jusqu'à l'arrêt complet. C'est donc une vraie conduite à une seule pédale, en descente. Même quand je descends ici, elle s'arrête à zéro avec une forte récupération. Comme je l'ai dit, à l'intérieur, le bon confort d'assise aide vraiment, surtout parce qu'on a ce soutien d'épaule dans la partie supérieure. Ça soulage bien le bas du dos. C'est une citadine très agile, bonne direction. Elle est pas trop légère. On peut aussi la mettre en mode sport, un peu plus. Ferme alors. Elle a un siège de haute qualité et un super matériau de volant. Et la direction est très agréable parce qu'il n'y a pas de zone morte. On a de bons retours au niveau du volant pour ça et on a vraiment l'impression d'être en train de conduire, disons, un véhicule assez sportif. Pourquoi? Centre de gravité bas, ça aide, même si c'est lourd pour une petite voiture à cause de la batterie. La batterie pèse près de 300 kg dans les deux cas. C'est normal, vous savez, pour ce genre de véhicule électrique. Mais pourtant, on la sent vraiment sportive. On a déjà conduit la VW Polo de manière super agile. Et c'est la même plateforme. Et ce sera aussi. Les gens se disent, c'est quoi ce bordel? Ils font, ah, ouais, c'est tout à fait ça, en effet, la peinture des œufs de Pâques de Bugs Bunny. Et ils se demandent ce qui se passe ici. Vous voyez, donc, Is it for Easter? je veux dire, je ne le vois pas quand je suis assis dans le véhicule. Je n'en avais pas vraiment conscience. Mais les gens se demandent, quoi? Ouais. Ce serait probablement aussi ma propre réaction à moi également, quand je vois ça de l'extérieur, et là aussi la façon dont on dose les gaz, ou bien là, pédale d'accélérateur. On est dans un décor urbain plus étroit, et tout ça, on va aussi bientôt rouler un peu plus vite. On peut aussi donner les premières estimations d'autonomie réelles, mais elles semblent vraiment agiles et vives en ville. C'est It's the donc perfect use case for this car. idéal pour Yeah. l'auto. Oui, l'usage idéal. Tout à fait d'accord. Un plaisir de rouler avec. L'accélération est Is a instantanée. passenger, it's fine. Ouais, c'est pas mal. 7 secondes 4 pour le 0 à 100. Et ouais, je pourrais peut-être conduire de façon plus agile bientôt, parce que c'est toujours le truc, surtout avec les véhicules électriques. Alors parfois, elle dit qu'elle ne se sent pas. Très bien, vous savez. Quand on est passager et qu'on balance ce véhicule électrique avec la batterie dans les virages et tout ça. On verra donc ça plus tard. Mais jusqu'ici, elle a l'air d'aller bien. C'est donc bon signe. J'avais déjà ressenti cela avec la VW Polo. Elle semble plus sportive qu'elle n'en a l'air en réalité. Je n'ai pas conduit ce modèle-là, moi. Non, non, non. Tu n'étais pas à cet événement. C'est pareil ici, on a les mêmes sensations de conduite. C'est la même plateforme. Oui, on est assis un peu plus haut ici. Mais c'est vraiment étonnamment agile. C'est tellement amusant de conduire ça ici. Et même en ville, c'est génial avec ce véhicule. Tu sais, on n'est pas sur un prix si élevé par rapport à d'autres véhicules électriques. Et on s'amuse déjà beaucoup. En même temps, je ne dirais pas qu'on perd en plaisir de conduire en choisissant la version SUV de ce modèle. Donc, j'apprécie vraiment la conduite en ville avec celle-là, vous savez. Tout se fait sans aucun effort. On a des jantes de 18 pouces. Rouler sur ces nids de poules ne pose aucun souci. Il n'y a pas de technologie de suspension spéciale ici. On a aussi un essieu de torsion à l'arrière, ce qui nous offre plus d'espace dans le coffre. Mais pour l'instant, je n'en ressens pas vraiment d'effet négatif. Je dirais que le confort et la suspension sont corrects. On dirait que tout forme un ensemble cohérent. Vous savez, cette voiture semble aboutie. On sent qu'ils ont vraiment bien peaufiné le truc. La propulsion, c'est toujours fun, évidemment. On a ça dans l'ID.3, Cupra Raval, Skoda Elroq, Skoda Enyaq et ainsi de suite. Mais on s'en sort très bien avec cette traction avant. Bien sûr, à un moment, si vous dites qu'il pleut et que vous accélérez à fond, alors là, peut-être que le gamin était genre, It's oh like, mon Dieu, oh my ouais, les god. enfants Yeah. adorent sûrement cette peinture They were cute. extérieure. Yeah. Alors, peut-être qu'à un moment, vous sentirez la différence entre traction et propulsion. La propulsion sera toujours plus fun, je trouve.
Mais bon, vu que cette plateforme ici est, s'il vous plaît, comme si vous pouviez m'entendre, pas vrai? Yeah. Alors, c'est parti. C'est toujours un tel plaisir à conduire et la propulsion ne me manque pas vraiment tant que ça parce que la voiture en elle-même est vraiment super agile. C'est ça qui est cool, disons, en commençant déjà par ici avec la conduite en ville. Maintenant, on fait un peu d'autoroute. Appuie sur le bouton, passe en mode sport pour l'accélération. On commence à 40 km/h. On fait du 40 à 90. C'est parti. Bon, eh bien voilà. Il faut bien se dire quand même. What was that? Ouais, c'est peut-être bien ça le truc avec la traction. C'est déjà puissant dès l'accélération. Mais ça, ouais, c'est une sacrée différence par rapport à l'accélération qu'on aurait avec une propulsion. Et j'ai aussi senti que c'était plus, avec Polar, je trouve que c'était un peu plus stable. Pas sûr que ce soit l'usage idéal pour ça, mais c'est clairement l'un des inconvénients d'avoir seulement une traction. Alors ouais, il faut vraiment bien maîtriser sa direction à ce moment-là, c'est tout à fait certain. Mais bon, l'accélération en elle-même est tout de même vraiment très bonne. C'est très rapide aussi en accélérant sur l'autoroute. Là, voyons si on peut rouler encore un peu plus vite aussi. Alors là, environ 90 km/h. Jusqu'ici, c'est pas trop bruyant non plus. Ce sera pas le véhicule le plus silencieux sur la route, j'imagine. Peut-être qu'un peu plus tard, on pourra aussi rouler sur l'autoroute allemande à plus haute vitesse. Ouais, et probablement un peu plus. Je crois que le débridage de la vitesse arrive bientôt. Niveau bruit de vent, ça va, mais pour le pare-brise, ça pourrait être un peu plus silencieux, non? Yeah, Ouais, yeah, je yeah. le pense aussi. C'est la première fois que j'ai ce modèle sur l'autoroute, cette plateforme. Avec la Polo, c'était plutôt de la conduite à la campagne, donc la suspension est à nouveau stable, on se sent bien, calme et serein. Et voyons aussi si nous pouvons changer de voie, de la gauche vers la droite, afin de voir comment elle se comporte ici, à peu près à 90 km par heure. Ouais, vraiment top. Donc encore une fois, l'agilité de conduite est le point fort de cette voiture. On la sent vraiment sereine et stable, bien centrée. Un petit sifflement d'air ici au niveau du rétro. Cela pourrait aussi venir du film de protection. Je n'en suis pas vraiment sûr. Mais c'est vrai, sur l'autoroute, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus silencieux au niveau du pare-brise. Le bitume ici est aussi assez granuleux. Ça dépend toujours sur quel type de revêtement on roule. Point positif, à nouveau, stable, même sur l'autoroute. Et même quand on roule à 90 ou 100 km par heure, on sent qu'il y a encore de la reprise sous la pédale. Vous voyez, on a toujours une bonne réserve de puissance et c'est vraiment un plaisir à conduire. Ouais, Lia. À un moment, t'as aussi l'impression de conduire comme une folle. Tu conduis Keep bien trop driving vite, là. fast. Tu conduis, ouais, comme Nomi, genre tu conduis trop vite, tu conduis trop vite. Ouais, je pense que c'est vraiment tentant parce que la puissance est toujours là. La voiture est si agile qu'on est genre toujours un peu tenté de conduire de façon un peu plus folle. Et c'est aussi intéressant ici, j'active le Travel Assist maintenant, donc ça ne garde pas seulement la distance, mais ça maintient aussi la voiture dans la voie. Et jusqu'ici, l'application est très fluide. Le Travel Assist 3.0 signifie aussi avec le changement de voie semi-autonome ici, la voiture l'a fait d'elle-même en gros, elle vient de l'initier. Alors, Travel Assist, système d'assistance niveau supérieur, détecteur d'angle mort projeté dans les rétros extérieurs. Et elle est même capable de s'arrêter au feu rouge ou au panneau stop. En ville. Et pendant que les mouettes, juste ici à côté, dans cette belle piscine, profitent à fond de leur vie, on peut parler de la consommation et de l'autonomie réelle. D'abord, on a mesuré la consommation en ville, juste en roulant en agglomération. Et là, c'est forcément très bas par nature. Les températures sont idéales pour les VE aujourd'hui. On était à environ 12 kWh par 100 km. Ça fait environ 8 km par kWh. Ce qui voudrait dire si on calcule bien une autonomie en ville d'environ 460 km pour la grande batterie. Ça ferait donc environ 300 miles, ce qu'on pourrait tester aujourd'hui,
la conduite sur autoroute, mais c'est plutôt une autoroute urbaine ici à Porto. On ne peut pas rouler trop vite. La vitesse moyenne était de 85 km/h, donc environ 50 miles à l'heure. Ça nous a donné une consommation de 16 kWh au 100 km. Et ça fait environ 3,8 miles par kilowattheure. Cela signifierait donc une autonomie réelle pour cette vitesse-là d'environ 340 km, ce qui nous donnerait alors approximativement un total de 210 miles. Du coup, mon estimation de tout à l'heure sera sûrement assez proche si on roule plutôt à 100, 110, 120 km par heure, qu'on se rapproche alors des 300 km d'autonomie réelle. Donc ça dépend toujours évidemment de la vitesse, mais cela vous donne déjà une première estimation. Petit récapitulatif si vous n'avez pas entendu les tarifs. L'objectif pour l'ID.Cross et la Škoda Epiq était de démarrer sous 30 000 € avec la petite batterie, puis vers les 35 000 € environ pour la grosse batterie et plus d'équipement. J'espère qu'ils ne franchiront pas la barre des 40 000 €, mais ça pourrait arriver avec la grosse batterie et toutes les options. C'est un modèle de milieu de gamme ici d'ailleurs, et l'intérieur est comme on vous l'a montré plus tôt, donc mon estimation semble réaliste. Le truc, c'est que l'extérieur va vraiment bien rendre, je vous assure qu'on vous montrera bientôt le véhicule final. La qualité intérieure est aussi plutôt correcte, sans aucun produit d'origine animale, avec de bons matériaux et une bonne gestion de l'espace. On a vraiment beaucoup de place dans ce véhicule et ma prédiction, c'est qu'on aura l'ID Polo et la Cupra Raval comme citadine compacte classique. Puis il y aura la Škoda Epiq et la VW ID Cross comme SUV petit ou compact du segment électrique. Et ils se vendront bien plus souvent que leurs équivalents citadines. Pourquoi en est-il ainsi? On peut faire plus avec ce véhicule. On a plus d'espace à l'intérieur. Et ce format SUV est plus cohérent dans le segment des véhicules électriques. Parce qu'on doit placer la batterie dessous et on est aussi mieux installé avec ses pieds à l'intérieur du véhicule. Cela pourrait donc s'avérer être un très grand succès sur ce segment ici. Et bien sûr, nous vous tiendrons au courant dès que nous pourrons vous en montrer un peu plus. Mais je pense que les faits et chiffres sont déjà assez clairs maintenant. Et je pense que vous devriez comparer la VW ID.Cross. On en a fait un premier aperçu, ou si la VW Polo vous intéresse aussi, la nouvelle ID Polo.